Smell Talks, un podcast by Nez. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Nez vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Le jeudi 17 novembre 2022, la galerie Joseph, dans le quartier du Marais, à Paris, accueillait le lancement du 14e numéro de Nez, la revue olfactive. En écho à la thématique du dossier Parfum et musique, une table ronde rassemblait ce soir-là 4 expertes à la croisée des mondes sonores et olfactifs. Karine Dubreuil-Sereni, parfumeur pour Vox Profumi et Takasago, Claire Martin, neurobiologiste au CNRS et au laboratoire Biologie fonctionnelle et adaptative de l'université Paris-Cité, Alexandra Ross, chanteuse, compositrice et cofondatrice de la maison de parfum Ross & Ross, et Céline Manetta, docteur en psychologie, responsable du Consumer Science chez IFF. Une table ronde modérée par Clément Paradis du collectif Nez. Bonsoir à toutes et tous. Nez numéro 14 vient de sortir, il est dédié aux relations entre musique et parfum. Et on voulait réunir des personnes un petit peu diverses pour pouvoir parler de ça avec nous ce soir. Première intervenante, c'est Claire Martin, qui est neurobiologiste, chargée de recherche au CNRS, et vous avez beaucoup travaillé sur le fonctionnement de l'appareil olfactif chez l'animal, un petit peu chez l'homme aussi. Et vous avez récemment co-dirigé une thèse sur l'intégration olfacto-sonore chez le rat. Vous avez aussi une grande connaissance des études sur la synesthésie, ce qui nous sera très utile dans la suite de la conversation, je crois. Autre intervenante de choix, Céline Manetta, qui nous vient du département Consumer Science d'IFF. Vous êtes docteur en psychologie. Votre thèse de doctorat portait sur le langage du parfum et notamment l'utilisation de la métaphore pour décrire les fragrances. Vous travaillez sur les correspondances sensorielles, la synesthésie, l'utilisation des mots d'autres sens pour évoquer l'olfactif. À ma droite, j'ai Karine Dubreuil-Sereni. Vous êtes parfumeuse créatrice indépendante, mais vous assurez aussi quelques collaborations avec Takasago. Beaucoup vous connaissent pour votre travail chez Gucci et puis aussi pour des travaux chez L'Occitane. Vous avez composé la collection de Grasse. Vous avez aussi dernièrement signé des parfums pour Lalique, Kenzo, Memory Nuit Tatami, Castelbajac, Beautiful Day in Love, L'éclat d'arpège, et puis d'autres. Voilà, on va pas faire la liste, mais c'est vrai, il y en a beaucoup. Ma dernière invitée ce soir, c'est Alexandra Ross, cofondatrice de la marque Ross & Ross. C'est une marque que vous avez fondée avec votre mère en duo. Un duo dans lequel l'une chante et l'autre pas, comme l'a si brillamment dit Denise Beaulieu dans le dernier numéro de Nez. Votre vocation initiale, c'est la musique, puisqu'on vous connaît dans le parfum, mais on vous connaît aussi pour vos duos avec Julien Clerc, Arnaud, Juliette Gréco, et puis pour 4 albums sur lesquels vous chantez, mais vous composez aussi. Eh bien, vous allez pouvoir nous parler de ces croisements de travaux sur le parfum et sur la musique. Voilà, donc on est ensemble pour une heure de discussion, mais peut-être pour commencer, il est important de revenir un petit peu aux fondamentaux, et les fondamentaux, c'est comment on sent et comment on entend. Je me tourne évidemment plus spécifiquement vers Claire Martin et Céline Manetta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les fonctionnements respectifs rapidement de l'odorat et de l'ouïe ? Et est-ce que vous pouvez nous dire comment a évolué un peu la recherche sur ces sujets ? Parce qu'il y a eu une période dans l'histoire de la science où on pensait que tout fonctionnait un petit peu de la même manière, et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. L'odorat, c'est un sens très à part. C'est un sens qui est complètement différent des autres sens. Le cerveau ne le traite pas du tout comme les autres. Les circuits dans le cerveau sont différents pour ce sens-là uniquement. Donc l'odorat, c'est un sens, on peut dire, qui est pas primitif, mais qui a une organisation qui est presque identique chez les insectes, chez les rongeurs, chez les mammifères et chez l'homme. Donc c'est quelque chose de très conservé. Alors il y a des gens qui disent c'est quelque chose qui n'a pas évolué, mais on peut voir aussi de l'autre côté. Au contraire, c'est un sens qui était tellement bien à la base que finalement il n'y a pas eu besoin d'évoluer, il était déjà parfait. Et donc, c'est un sens assez désorganisé. C'est-à-dire que le cerveau va traiter les odeurs de façon très redondante. Dans les régions qui codent les odeurs, il y a plein de neurones qui codent les mêmes choses, finalement. Donc, l'information est très redondante et un peu traitée de façon désorganisée. Dans le système auditif, c'est totalement différent.
chaque élément du son va être reconnu, va être encodé par plein de petits modules. Donc ça va être très organisé. Donc c'est 2 sens qui n'ont rien à voir. Et donc il y a une chose qui est très importante, c'est que dans le système olfactif, l'information qui va être captée par le nez, donc les odeurs, va aller directement aux régions qui sont impliquées dans la mémoire et dans les émotions. Donc le trajet dans le cerveau est très court. Alors que dans le système auditif, le trajet va être un peu plus long. Donc ça, c'est une des raisons, on pense, pour lesquelles c'est assez difficile de traiter l'odeur de façon très synthétique, à part les gens qui sont experts comme vous. Et on ne peut pas dire, si on sent le linalol, on ne peut pas dire je sens le linalol. Enfin, la plupart des gens ne peuvent pas. Alors que pour les sons, c'est un peu plus facile de dire, ah bah oui, ça c'est je reconnais cette note ou je reconnais cette voix, c'est un peu plus facile. On l'apprend. Oui, on fait plus de musique. On l'apprend. Ouais. Alors c'est ça, l'autre problème, c'est qu'on n'est pas du tout formé à sentir les odeurs. Et notamment, on pense que c'est la raison pour laquelle le langage est très pauvre pour mettre... On ne peut pas mettre un nom sur les 2 odeurs juste parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à mettre un mot sur les odeurs, mais les parfumeurs, vous êtes l'exemple que je cite toujours, les parfumeurs qui sont experts le peuvent très bien. Donc l'homme est capable de le faire, il n'y a aucun problème, on n'est juste pas entraîné. Céline Manetta, vous vouliez intervenir sur les questions de vocabulaire. Je rejoins tout à fait ton point, c'est-à-dire qu'on n'est pas entraîné et donc on pense qu'on n'a pas de mots pour décrire les odeurs. Et donc c'était un peu l'objet de ma thèse, de montrer que finalement... on a des mots, c'est simplement qu'on n'a pas un langage stabilisé, on n'a pas un langage commun qu'on utilise tous pour dire ça sent le citron, ça sent le linalol, ça sent autre chose. Enfin, voilà, ça. Et c'est très idiosyncrasique et pour du coup pouvoir décrire, on passe par d'autres moyens et notamment la métaphore. Dans des travaux que j'avais réalisés, on a montré que plus de 60% du langage est métaphorique, du langage olfactif, du langage, pour être plus précis, de la description de parfums, parce que j'ai travaillé sur des parfums complexes, et métaphorique. Et cette métaphore, elle fait appel à l'imagerie, elle fait appel au langage qui viennent d'autres sens, tous les sens notamment, et notamment le sens de l'audition et le vocabulaire du son. Donc dans le langage, par exemple, du parfumeur, il y a beaucoup de points communs d'ailleurs. On parle de notes, on parle d'accords, on parle de gamme, d'harmonie. Et pour le commun des mortels, celui qui n'est pas entraîné à décrire les odeurs, il y a aussi ces prémices-là. Et on entend des gens pouvoir dire qu'une odeur est aiguë, qu'un parfum est aigu ou sourd. Il y a cette synesthésie, en tout cas par le langage, qui se crée. Alors la chance qu'on a ce soir, c'est aussi d'avoir une parfumeuse qui est aussi musicienne et d'avoir une musicienne qui n'est pas parfumeuse, ouais. Mais qui travaille avec le parfum. Comment ça se passe quand on travaille à la fois sur du parfum et de la musique ? Je pense que, en fait, moi, évidemment, j'ai voulu y trouver un lien immédiat. Donc, j'aurais bien aimé que les molécules olfactives soient des ondes. Enfin, donc, j'ai commencé à chercher en me demandant qu'est-ce que je fais dans le parfum, ma mère étant dans le parfum. Je voulais pas être trop non plus psychanalytique, mais je me suis dit, bon, il faut trouver un lien. J'ai trouvé que c'était véhiculé par l'air, que c'était invisible. Je me suis arrangée avec tout ce que je pouvais trouver. Après, j'avais lu, je pense que c'était Jean-Claude Héléna, qui était très énervé de l'idée qu'on traitait la musique comme le parfum et qu'en fait, il semblerait que c'était pour donner un côté artistique à la parfumerie qu'on avait pris le vocabulaire de la musique pour le mettre au parfum. Finalement, ça lui va bien, je trouve, au parfum. C'est ce vocabulaire. Plus que ça, je sais pas. Donc moi, à la fin, je m'étais dit, on avait une petite baseline comme ça qui disait que chez nous, le parfum s'écoutait, parce que j'avais aussi entendu cette histoire au Japon, du parfum qui s'écoutait, et qu'on pouvait avoir des sonorités olfactives. Donc j'imaginais une molécule olfactive chevauchant une onde, et voilà. Donc j'avais réussi à attacher les deux ensemble. Après, du moment que c'est une composition, mais même les compositions pour, je sais pas, des cuisiniers, il y a une harmonie, il y a toutes ces choses. À partir du moment où on crée en fait un objet un peu complexe, un parfum, une musique, une recette de cuisine, voilà. Je trouve que tout fonctionne quand même plutôt pareil dans la composition. Après, moi, je suis pas parfumeur, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une réelle architecture. Et ayant étudié la composition, il y a une réelle architecture
dans la musique. On ne peut pas écrire une symphonie sans avoir appris le contrepoint, parce que sinon les notes aiguës ne passent pas, ne fusent pas. Et je pense que c'est pareil. Et ma mère, qui a quand même une longue expérience du travail avec les parfumeurs, m'a toujours dit, ne te mets pas à la place d'un parfumeur, ne leur parle jamais de technique, parce qu'elle m'a dit qu'elle a eu des erreurs, par exemple en disant un jour à un parfumeur, écoutez, baissez la vanille, et en baissant la vanille, ça ressemblait plus à rien. Et alors, comme en plus, elle est quand même connue pour avoir un caractère, alors elle a dit, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle dit, vous nous avez dit de baisser la vanille. Donc voilà. Et je pense que dans la musique, c'est un peu pareil. Si tout à coup vous dites, enlevez les bassons, pouf, tout à coup, voilà. Donc je pense qu'il y a une similitude d'architecture. Voilà. Karine Dubreuil, alors on ne peut pas baisser la vanille comme on baisse le son, ça ne marche pas comme ça. Non, en fait, c'est vrai, tu as raison. Moi, quand on a parlé de ce mariage entre la musique et la parfumerie, je pense que tout le monde l'aborde différemment. D'abord, je pense que c'est une question de sensibilité. Quand on aime la musique, on aime l'art et on aime la parfumerie, c'est pas une obligation, mais moi j'ai commencé par aimer la musique puisqu'on a plus d'éducation musicale que d'éducation de parfumerie. Bon, je suis née à Grasse, donc j'avais un peu d'aide autour de moi et de gens qui étaient dans ce métier. Mais j'étais d'abord sensibilisée à la musique par la danse classique. Et donc j'ai commencé par la musique et ensuite j'ai continué par la parfumerie. Et ensuite j'ai repris de la musique, c'est-à-dire je faisais du piano tout d'oreille parce que j'étais portée par l'émotion de la danse et de la musique. En fait, j'avais pas le physique pour faire de la danse, donc j'étais meilleure au niveau du son, j'étais portée par la musique. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, où j'ai commencé à être jeune parfumeur, j'ai fait mes classes à Grasse, chez Roure, où en effet, comme tu dis, il y a vraiment une architecture à apprendre. On apprend les notes, on vous bombarde de matières premières à apprendre, à mémoriser comme un ordinateur. Ensuite, on nous apprend à faire des petits accords, et ensuite on nous apprend les grands classiques, les formes olfactives, les familles olfactives, et ensuite on est jeté dans le bain et on doit composer. Alors bon, ce que je pense, c'est que personnellement, j'ai abordé la parfumerie un peu comme j'ai abordé la musique, c'est-à-dire par l'émotion, par le plaisir, par les vibrations que vous apporte une musique, comme le bien-être que vous apporte un beau parfum. Mais ce que je trouvais beau et ce que je regrette presque maintenant, c'est d'avoir presque appris. Parce que on perd un peu de notre spontanéité, de notre âme d'enfant, de ce qui vous fait vibrer. Et c'est ça qu'il faut garder d'ailleurs dans notre métier et qui est très compliqué. Quand tu parles d'architecture, c'est exactement ça. Je pense que je suis pas compositrice de musique, mais un compositeur de musique, il apprend à composer avec des règles bien précises. Nous, c'est pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est de casser aussi ces règles pour arriver à pas toujours être dans une création formatée. Oui, on dit toujours apprendre pour désapprendre. Oui. Bon. Et dans notre métier, c'est exactement ça. Mais il y a des métiers, je pense, qui s'apprennent sur le tas. Peut-être la parfumerie aussi. Mais j'ai l'impression quand même. Sur le tas ou sur le tard? Sur le tas. Oui. Et sur le tard, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Mais la parfumerie, je le sens pas sur le tas. De prendre des trucs et de commencer à essayer de les mélanger. Il y a une grande partie comme ça. C'est carrément, c'est carrément empirique au départ. Ah oui. Comme tu disais, on est des animaux. On a mémorisé des choses. Alors moi, j'étais un peu plus. Je me souviens, on était 3 à l'école. J'étais avec deux copains qui étaient plutôt parisiens. Moi, j'étais grassoise, j'avais été plongée là-dedans toute petite. Donc pour moi, tous les naturels, c'était déjà tout enregistré. Eux, ils galéraient beaucoup plus parce qu'il fallait qu'ils s'acclimatent au truc. On devait nous apprendre tout ce vocabulaire dont on n'avait jamais entendu parler. Et en fait, c'est grâce à Jean-Carl qu'on a mis des mots sur les odeurs et qu'on arrive à en parler et avoir au moins un langage commun pour pouvoir se comprendre au moins entre nous. Parce que quand on commence à parler de nos histoires, on revoit le vocabulaire en tant que parfumeur. Quand on parle à l'extérieur, les gens se demandent ce qu'on raconte, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a une parenté de discours entre la musique et le parfum, on l'a évoqué,
Et il me semble que dans la parfumerie, on parle quand même encore d'accords, on parle de notes, tout ça, de composition. Et tout ça nous amène aussi peut-être à des propos sur les structures. Or, aujourd'hui, en musique, on écoute aussi bien des symphonies de 3 heures que des compositions de 3 minutes. Est-ce qu'il y a l'équivalent en création olfactive de cette richesse du paysage musical? Et peut-être même que cette question peut s'adresser aux scientifiques, c'est-à-dire, est-ce que le cerveau est capable de comprendre des complexités olfactives aussi bien qu'il comprend des complexités auditives? Si on prend les odeurs et la musique en particulier, ça vous prend, quoi. C'est quelque chose d'assez fort. L'explication qu'on pourrait donner à ça dans notre domaine, c'est que ce sont 2 sens qui sont animaux, mais vitaux, en fait, pour les animaux. C'est-à-dire qu'un animal sans l'odeur, il meurt, il peut pas se nourrir, il peut pas trouver sa mère. Et la musique, qui est quelque chose qui se rapproche du langage et des sons pour les animaux, c'est quelque chose de vital aussi pour la communication entre les êtres. Donc ce sont deux aspects qui sont vraiment incontournables et vitaux et qui ont du coup évolué chez l'homme pour devenir très importants. Et l'hypothèse de pourquoi la musique, ça évoque autant d'émotions, c'est probablement ça, c'est que le langage et la communication entre les êtres, c'est quelque chose de fondamental. C'est l'émotion à la base qui va faire créer un peu de la même façon le parfum et la musique. Et c'est vrai que ça les rassemble beaucoup. Après, c'est très personnel. Ça, moi, je vois des parfumeurs qui sont beaucoup plus cartésiens, qui justement font très très attention à leur architecture, mais de toute manière on doit y revenir toujours. C'est-à-dire que c'est un peu, moi j'ai appris la musique comme ça d'oreille, mais à un moment vous progressez plus si vous savez pas vos bases. Donc la difficulté, la frontière, c'est d'arriver à garder ce que j'appelle toujours mon âme d'enfant, c'est-à-dire cette espèce de sensibilité, cette hypersensibilité qu'on est censé avoir. Et savoir construire un parfum comme construire une musique. Je dis souvent que le lien entre le chant, moi je fais du chant lyrique, je fais du chant classique, c'est la recherche, et ça c'est aussi très personnel, c'est cette recherche de la clarté, du message très clair, de la pureté. Quand je chante, j'estime, quand j'écoute un opéra, une grande voix peut vous casser les oreilles parce qu'elle fait du bruit. Et une petite voix peut vous émouvoir aux larmes parce que elle a exactement le bon son, la bonne place de voix, et elle vous touche un public jusqu'au fond de la salle. Le parfum, c'est pareil. Il y a des tonnes de jus qui sortent tous les... Je fais partie aussi des mauvais parfumeurs de temps en temps. On est obligé de produire des parfums. On est quand même un tout petit nombre de parfumeurs pour produire je ne sais pas combien de milliers de lancements par an. Et dans le tas, il y a des soupes. Et donc, moi, ce qui est important, c'est quand je travaille un parfum, c'est de garder cette ligne de pureté, de ce lien, un peu comme la bonne note, pour pouvoir toucher au cœur. On a parlé comme ça, c'était très avec Fabrice, donc Pellegrin, qui est un parfumeur qu'on adore et qui est un excellent parfumeur. Et les premiers parfums, tous les noms étaient très liés à la musique, puisque c'est moi qui trouve les noms, et au début, je suis vraiment partie en plein dedans. Et donc, on a un parfum, le premier qu'on a travaillé, qui s'appelle Acapella. Et donc, j'ai dit à Fabrice exactement les mots que vous avez dit, c'est la beauté d'une voix seule qui s'élève. Et c'est vrai que c'est une métaphore pour un parfum, parce que je sais pas quoi lui dire. J'allais pas choisir la fleur, ni rien. Et c'est Fabrice qui, lui, a eu l'idée, parce que pour lui, c'est ce côté pur, limpide, cristallin, des choses. Nous, on n'a pas tellement utilisé les mots de transparence, mais on a dit la pureté, d'une voix seule. La lumière. Voilà, c'est pas pareil que si on l'avait appelé la Valkyrie. Donc ça lui aurait donné non, mais c'est vrai. Bien sûr. Et du coup, lui, ça lui a donné l'idée de faire. Donc c'est une rose fraîche qui s'ouvre à peine le matin avec bon voilà. Et donc c'est vrai qu'il a fallu emprunter un discours très métaphorique, très mais bon, en même temps a cappella, c'était quand même assez clair que ça allait pas être une soupe. Voilà. Et on essayait au début bon après c'est quand même tellement compliqué de trouver des noms que c'est pas toujours aussi simple, mais de trouver des noms qui au moins tout de suite que le parfumeur se sentent à l'aise pour
trouver des idées olfactives qui soient déjà un peu guidées par les noms du parfum. C'est vrai que soupe, c'est aussi bien dans le vocabulaire musical que dans le vocabulaire olfactif. Pour le coup, ça marche. Gustatif. Oui, gustatif. Et en sentant ces notes, l'évocation musicale fonctionnait toujours pour vous? J'ai trouvé que cette proposition, en tout cas pour rester sur ce parfum-là, collait parfaitement avec l'idée que je me faisais vraiment une voix a cappella qui s'élevait comme ça, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez puissante. Et je trouve que oui, pour ma mère et pour moi en tout cas, on a trouvé que c'était cohérent. Alors, en parfumerie, il y a des soupes, mais il y a aussi des succès, il y a même des tubes. Donc, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui résonne chez un nombre de personnes plus nombreux que d'autres. Est-ce qu'on peut anticiper un succès en parfumerie? Est-ce que voilà, on peut codifier un peu les choses pour créer des tubes comme on peut le faire en musique? C'est difficile. Sinon, on ferait que des tubes. C'est difficile parce que c'est multifactoriel, parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte dans le succès d'un parfum. En musique, d'ailleurs, il y a un courant de recherche. On cherche à anticiper ça, à mesurer ça, à prédire ça, pour comprendre un peu justement les caractéristiques du son, les caractéristiques auditives qui font que on va assurer un succès. Il y a un courant de recherche qui s'appelle le Hit Song Science, donc ça porte bien son nom, qui est à base d'intelligence artificielle. Et bon, alors après, il y a des débats au sein des communautés. Est-ce que ça fonctionne pas? En tout cas, il y a des chercheurs qui s'intéressent au sujet, et même des entreprises d'ailleurs. En parfum, c'est complexe, autant que la musique, au moins autant que la musique, voire plus. Et on utilise aussi l'IA un peu différemment, certainement. Enfin, en tout cas, au sein d'IFF, on utilise l'IA avant tout pour guider le parfumeur, pour lui donner des propositions d'ingrédients, de combinaisons d'ingrédients et lui donner de l'inspiration aussi. C'est un support, oui, tout à fait. Ça remplace en aucun cas la créativité et la façon dont le parfumeur va s'approprier les résultats des algorithmes pour les combiner, les agencer, les structurer. Et donc c'est une connexion entre la science, les mathématiques et la créativité. C'est intéressant parce que vous avez beaucoup parlé d'émotion. Là, on vient de parler d'intelligence artificielle, pas d'émotion artificielle. On avait eu une discussion à un autre moment où vous nous avez expliqué que l'olfaction, c'était du toucher aussi. C'est-à-dire que les molécules arrivaient dans notre appareil olfactif, dans notre système olfactif, et finalement, on était touché par ces molécules et que nous réagissions à cela. Est-ce que finalement, on est une sorte de piano pour les molécules qui viennent nous toucher? Est-ce qu'on est parfois plus joué par les sons et par les odeurs qu'on les maîtrise intelligemment? Ça veut dire, est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe? De la réaction procurée par... parfois oui, parfois non. Enfin, je veux dire, vous entendez un truc et vous sentez quelque chose et il y a une réaction. Alors, elle peut être de épidermique à... mais je pense que ça ne peut absolument pas être... si on n'est pas au courant de ce qu'on va entendre ou de ce qu'on va sentir, je pense qu'il n'y a absolument aucun moyen de prédire, enfin, j'en sais rien, la réaction. Si tu sais pas... On sait un peu, il y a des matières premières où on sait... Non, si tu sais pas. Tu vois, tu sens quelque chose, quand même, tu sais pas que tu sens. Tu sais pas ce que tu sens, tu sais pas que tu sens et tu sais pas quelle va être a priori ta réaction, la tienne. On dit d'ailleurs que la mémoire olfactive est plutôt implicite. Ça dépend un peu de l'expérience des gens aussi. Donc, elle sera pas la même. Elle sera pas la même, ouais. En fait, on n'a pas un apprentissage systématique comme on le fait avec les couleurs ou voire avec la musique quand on apprend à jouer d'un instrument. Mais on apprend quand même quand on mange, quand on se balade dans la rue et qu'on sent des odeurs, quand on est dans la nature. Et c'est une autre forme d'apprentissage, c'est une forme plus implicite. Donc on n'est pas conscient effectivement qu'on apprend, mais on apprend quand même. Et parfois, du coup, ça suscite des réactions pour lesquelles on peut être conscient ou pas qu'on a cette réaction, cette émotion. Et du coup, c'est d'où l'intérêt en fait
de combiner à la fois une approche où on va demander aux gens ce qu'ils ressentent et une approche où on leur demande pas, mais on regarde ce qui se passe dans leur corps, dans leur cerveau, quelles sont leurs réactions physiologiques aussi. L'expérience est très importante. Il y a une étude qui a testé l'odeur de clou de girofle chez les gens. Et en fait, la moitié des gens détestaient et la moitié adoraient. Et si on leur demandait un peu pourquoi, c'est parce le dentiste, que... c'est le voilà. dentiste. C'est la moitié disait « Ah ben c'est l'odeur du dentiste » et l'autre moitié disait « C'est l'odeur Le d'un pain plat d'épices. que j'aime bien. » Voilà. Et du coup, suivant l'expérience, vraiment l'émotion qui était ressentie était opposée. C'est la Donc, difficulté de notre métier. Et d'ailleurs. c'est exactement ça. Et c'est ce qui est difficile aussi parce qu'on a du mal à prédire en ayant une... Donc les odeurs, c'est plein de molécules. C'est un peu plus complexe justement que les ondes. Et c'est très difficile de prédire, de prendre une molécule et de prédire quelle va être la sensation. Donc il y a pas mal d'études qui sont là-dessus, qui sont menées sur ça parce que justement le système olfactif est tellement organisé de façon redondante et vaste que on ne peut pas prendre une molécule et dire « Ah, bah, ça va sentir la rose ». C'est pas la structure moléculaire qui Bah, fait que ça sent. Si, entre autres, mais c'est très difficile de faire le lien entre les deux. Parce que deux molécules qui ont une structure similaire vont avoir des odeurs différentes. Et inversement, deux molécules très différentes peuvent avoir la même odeur. Donc c'est complexe, c'est vraiment difficile d'essayer de prévoir. D'où la difficulté de faire un tube mondial. Je pense que... Enfin, moi, je dirais que c'est pas possible, mais je sais plus pas. Plus dur en parfum qu'en musique. Oui, peut-être. tout à fait. Parce que en musique, Moi, déjà, personnellement, j'ai jamais fait de tube, donc je suis tranquille sur le sujet. En même temps, je faisais un style de musique qui n'appelait pas vraiment le tube. Donc, bon. Non, mais si on parle de blockbuster, tu vois, en musique... Eh ben, tu vois, je suis pas si sûre, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a ce traitement de la voix que quand moi je chantais, c'était la honte. Je sais pas si vous êtes familier avec l'autotune. Bon, moi, si on mettait de l'autotune, on le disait, oh, attends, elle chante comme une crêpe, on lui a mis de l'autotune. Mais le truc, c'était la honte totale. L'autotune, c'est tout ce qui fait que les voix ont l'air d'être légèrement métalliques, synthétiques. Alors maintenant, je vais te dire, c'est l'autotune, mais à fond les ballons. C'est-à-dire, il traficote... c'est exprès, c'est un truc, ça s'appelle l'autotune. Tu vois, D'accord. Alors on le règle plus ou moins bien, mais... Et donc, justement, tout le monde s'était dit, pour faire des tubes, il y a eu plein de trucs. Le BPM, alors il faut qu'il soit à 120, on va mettre machin, tu mets un bon coup d'autotune, et non. Eh ben non. Tout le monde n'est pas, j'en sais rien, moi, Lady Gaga ou... Non, c'est pas... Non, je parlais pas pas aussi... Là, je parlais pas de voix, je parlais... Non, mais c'est des tubes, c'est des chansons, voilà, c'est la totale. Une chanson entière. Je suis pas sûre que ce soit simple de faire des tubes. T'arrives... Enfin, je sais pas, il y a peut-être des pays où Peut-être tu c'est les plus entends facile pas. en musique qu'en parfum, mais en tout cas, c'est pas simple. Ce qui est peut-être plus facile, c'est de déclencher une certaine émotion. Par exemple, c'est ce qui se passe au cinéma. Si on veut faire pleurer, il y a une musique qui est typiquement Oui, bien sûr. toujours la même et on Bien sait que sûr. celle-là, elle va marcher. Donc ça, mais c'est des choses assez basiques. Et effectivement, le tube, c'est quelque chose d'un peu imprévisible, je pense. Oui, non, Il y a d'autres mais critères, j'imagine que c'est certainement plus dur en parfumerie. Mais je pense que les tubes, malheureusement, quand il y a un tube, il y en a un comme ça, et après il y a des copies de tubes. Ah bah oui, non, mais alors, bon, parlons pas de ça. Mais c'est vrai que... C'est parce qu'un vrai tube, généralement, quand il arrive, il apporte, en tout cas dans la musique, il apporte un nouveau courant, Bien sûr, il apporte... bien sûr. Et des je parle fois, d'un c'est tube, même très pas d'une étonnant musique qui a pour très nous, bien hein. marché. C'est-à-dire Bien un sûr. tube, tout à coup, on se dit, oh là là... Par exemple, la première personne qui a utilisé cette autotune, tout le monde s'est dit, ah, c'est génial. C'est vrai que ça apportait quelque chose d'assez incroyable. En fait, c'est comme une overdose d'un truc, c'est presque quelque chose qui n'était pas voulu, qui a été raté. Comme, tu vois, mais c'est vrai. Et après, tu te dis, ah, en fait, c'est pas mal, avec trop d'autotune ou trop de reverb. Et peut-être que dans la parfumerie, il y a eu des erreurs, enfin, en tout cas, des surdosages. Il y a des mauvaises langues qui disent que l'autotune de la parfumerie, ce sont les molécules de bois ambré qu'on a retrouvées depuis One Million et compagnie. Le bois ambré ? Oui. D'accord. Vous confirmerez ou infirmerez? Après, allez, si on doit défendre un peu les parfumeurs, on est tellement peu pour créer tellement de trucs. Il y a un peu plus de musiciens que de parfumeurs. Il y a beaucoup de musiciens. Ouais. Donc, entre ce qu'on nous massacre à la tronçonneuse de la réglementation et des matières premières qui disparaissent, on a un métier quand même qui est complexe, quoi. Donc, et qui est resté quand même toujours très très empirique. On a les chimistes qui nous amènent un peu de nouveautés, mais
pour réglementer une matière, pour qu'une matière première soit utilisable, il faut des années avant de la faire, que les sociétés veuillent bien investir pour payer, pour être sûr qu'elle soit acceptée dans tous les pays. C'est plus compliqué je pense que c'est plus compliqué que la musique. Alors la chance des musiciens, c'est qu'on peut les retrouver sur disque, de manière enregistrée, et on peut les retrouver en live, en concert. La parfumerie aussi, elle peut avoir deux existences, je pense, parce qu'on a les flacons qui sont des odeurs qu'on peut garder et se repasser pour soi. Et puis, il y a des expériences plus vivantes et de partage collectif des odeurs. On peut penser à des expositions, des expériences collectives. Est-ce que vous, c'est des choses qui vous préoccupent dans vos différents travaux, dans vos différents domaines? Est-ce que la notion de live, en termes d'odeur, ça vous parle? C'est quelque chose qui résonne chez vous? Oui, en olfaction maintenant, oui, de plus en plus. Par exemple, l'IFF récemment a collaboré sur l'Odyssée sensorielle, l'exposition L'Odyssée sensorielle. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Donc c'est l'idée de diffuser des odeurs en live, donc à un moment où on va visiter, expérimenter, et donc ça plaît beaucoup. Je crois qu'il y a eu pas mal un gros succès et plusieurs milliers de visiteurs. Donc oui, ça existe de plus en plus, y compris au théâtre. C'est-à-dire on parfume l'ambiance. On parfume, pas que l'ambiance, on parfume la scène, en fait. On diffuse un parfum qui augmente l'expérience, qui renforce l'expérience qu'on est en train de vivre au moment voulu, quoi. Ouais. Mais en fait, on ne crée pas en live. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce type d'exercice? On a besoin d'avoir le calme d'un... Donc pas d'improvisation pour les parfumeurs. En fait, c'est long. On cherche, c'est de la création, donc on est obligé de passer des heures de recherche. On est dans nos bureaux. On aurait besoin de plus de calme, mais on fait pas. Qui veut son parfum? Viens là que je te le fasse en live. Voilà. Il y a la nature qui parfume en live. Quand on se balade, ça c'est quand même magique. La nature, ou je sais pas, où aller des gaufres ou des odeurs comme ça dans la rue. Mais à part ça, c'est vrai que ça me semble compliqué. Vous avez quand même développé quelque chose qui ressemble à un unplugged avec Rosenrose, c'est la collection des simples. Oui, alors j'adore Denise Beaulieu pour plein de raisons. Je trouve qu'elle est extrêmement talentueuse. J'ai adoré ce mot de dire, parce qu'on a sorti une collection donc, qui s'appelle Les Simples en hommage au Jardin des Simples, qui est une tradition du Moyen-Âge de jardins cultivés par des prêtres ou des moines avec des aromatiques. Et donc, on a appelé ça Les Simples. Comme elle est éco-conçue, j'ai vu la version... Je vais vous dire pourquoi je dis ça. J'ai vu la version unplugged dans le concept, puisque le verre est allégé, on peut le dévisser de sa frette, donc on peut le jeter dans sa petite poubelle séparée. Le capot est compostable, c'est quand même un grand moment. Et du coup, j'ai fait la présentation il n'y a pas longtemps dans une parfumerie. Et la personne me dit, en fait, ils sont pas simples ces parfums. Et je me suis dit, c'est peut-être pas un nom dingo. Parce que s'il y avait un parfum qu'avait fait Dominique Ropion, qui est quand même pas reconnu pour faire des trucs à leur porte-pièce, et moi, oui, il est complexe, il est bien. Donc voilà, la version unplugged, elle est plus dans l'idée du concept et dans tout le packaging. Mais les parfums eux-mêmes sont pas exactement unplugged. Voilà. Mais j'ai adoré l'idée. J'ai trouvé que c'était un beau trait. Et puis peut-être parce que c'est plus concentré sur des aromatiques. Donc peut-être qu'il y a un discours qui est plus clair, à la fois olfactivement, parce qu'il y a une ortie. Enfin, si tant est que l'ortie ait une odeur. Ça, c'est Dominique qui s'y est collé. Et je dois dire que quand même, il a fait un truc dingue. Il y a l'eucalyptus et puis l'absinthe. L'eucalyptus a été fait par Nicolas Bonneville et l'absinthe par Fabrice Pellegrin. Donc c'est unplugged dans l'idée, mais... Je me suis demandé si nous allions laisser le nom de la collection Les Simples. Parce que les mots, quand même, ont leur importance et ça donne l'idée que c'est simple.
Or, Mais pas quand vraiment. c'est bien réussi, ça a l'air Oui, simple. non, mais c'est simple, mais j'ai vu comme un émerveillement d'un coup, de dire ah, on s'y attendait pas, presque qu'ils allaient pas les sentir, vous voyez. Donc je me suis dit bon, c'est peut-être pas un nom. Vendeur. Non, c'est peut-être pas vendeur. Bon, C'est vrai que Dominique Ropion est plutôt connu pour ses symphonies que Voilà. pour ses haïkus. donc je me suis dit c'est peut-être pas une super idée. On verra. Eh ben, le suspense reste entier. Oui. Alors. Nous, on les a bien aimés, en tout cas. Peut-être pour reparler de cette manière dont on sent et dont on écoute, il y a une thématique qui revient très souvent quand on parle de parfum et d'expérience, c'est la synesthésie. Est-ce que vous pouvez nous repréciser ce qu'il faut entendre par là? Alors, je ne sais pas, on n'a peut-être pas la même notion. En tout cas, en neurobiologie, la synesthésie, c'est une particularité qu'ont certaines personnes d'associer deux sens. Mais c'est quelque chose d'inné. Je veux dire, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la personne. Donc, c'est des gens qui vont, par exemple, toujours voir les A en jaune ou associer des odeurs à de la peinture. Donc, c'est quelque chose qui est toujours là, submergent un peu, et qui est identique toute la vie. Après, il y a tout ce qui est intégration multisensorielle, apprentissage multisensoriel. Et il y a une notion que, je ne sais pas, peut-être vous allez en parler, d'idesthésie, donc d'association de concepts. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc je pense que les parfumeurs, les artistes en général sont peut-être plus sensibles et ont une facilité à combiner les sens et à apprendre des associations entre les sens. Ce qui fait que parfois on dit qu'ils sont synesthètes alors qu'en fait pas vraiment d'un point de vue biologique. Et donc les associations entre les sens vont permettre notamment pour la musique et l'odeur, ça va permettre parfois de transmettre une émotion de l'un à l'autre. Donc si on écoute en même temps, pendant un événement de notre vie, on écoute une musique, on ressent une émotion et en même temps on sent une odeur, il va y avoir une connexion entre les deux, si bien qu'après, si on sent une odeur, elle a été teintée d'une émotion et on va avoir l'émotion qui va nous revenir. C'est un apprentissage, une mémoire qui se crée. Nous, on a fait une étude de laboratoire, alors c'est sur le rat, mais on peut l'extrapoler à l'homme. Et en fait, on a appris à des rats des odeurs et des sons en même temps. Donc pendant plusieurs jours, ils devaient apprendre ces odeurs et ces sons. Et on s'est aperçu qu'une fois qu'ils avaient appris, si on mettait le son tout seul, on activait les régions olfactives. Ce qui est quelque chose de très surprenant parce que les régions olfactives, c'est les régions olfactives et normalement elles sont activées par des odeurs et ne sont pas activées par des sons, par d'autres sens. Avec l'apprentissage, on a transféré cette information, si bien que le bulbe olfactif répondait aux sons qui avaient été associés à l'odeur. Alors moi je suis très curieux, j'ai envie de poser une question immédiatement. Est-ce que les rats ont eu des émotions? Il se trouve que oui. Quand on conditionne des animaux, quand on fait apprendre à des animaux, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Donc on a une récompense, et effectivement les rats avaient une récompense positive, donc une émotion positive en association avec ces deux stimulus. Ouais. Et pour l'idesthésie ou la synesthésie, peut-être oui, c'est vrai qu'on parle de synesthésie, mais c'est un peu abusif. En fait, ce qu'on regarde sont plutôt les correspondances multimodales et les associations multimodales, et on peut même, on le fait même de manière systématique, puisque ça permet de créer un pont, une connexion entre le parfumeur et le consommateur, de savoir que le consommateur, telle matière première, il l'aperçoit comme bleue, comme plutôt associée à un toucher velours ou rouge velours, parce que dans la vie, on voit plutôt des grands rideaux en velours rouge. Et donc, oui, on le fait de manière systématique. Chez IFF, on a un outil qui s'appelle Scent Emotion, qui a été développé dans les années 80 et qui a commencé à étudier ces correspondances multimodales avec les couleurs, avec le toucher, qui sont proches de l'olfaction. Aujourd'hui, on le fait aussi avec le son. On a eu un partenariat dans le cadre du parfum Viktor & Rolf, Infrared, Jean-Christophe Héroux, qui a travaillé avec un designer sonore de l'IRCAM pour créer le son qui correspond au parfum Infrared. Et donc, ils ont travaillé justement sur les correspondances sémantiques, odeur et son, parfum et son, pour créer le son qui permet d'amplifier le parfum, de véhiculer l'émotion du parfum, et notamment, donc ça a été fait notamment pendant le confinement, quand les magasins
les parfumeries étaient fermées, on ne pouvait plus aller acheter son parfum. Donc, il fallait communiquer de manière digitale sur le parfum et d'essayer de faire comprendre les émotions que pouvait susciter le parfum. Donc. Karine, Alexandra, vous avez des expériences de synesthésie qui vous inspirent ou que vous vivez? En fait, on a la sensation que notre métier, c'est un peu que ça. On a des liens avec tous nos sens. Moi, je n'ai pas la définition réelle de la synesthésie. J'ai jamais... Non. Je veux dire, j'entends une note, je sens pas quelque chose, ou je sens quelque chose, j'entends pas une note, ou je vois pas une couleur. Ou, par contre, il y a effectivement des correspondances. Oui. Mais la synesthésie pure, non. Je n'ai jamais ressenti. Quand on nous donne un projet, c'est un peu ça. Quand on donne un brief, on nous met dans une ambiance. C'est souvent plus visuel que auditif. C'est parce qu'on nous montre des boards. Et c'est vrai que quand on apprend la parfumerie, on parle souvent plus de notes colorées, vertes, roses, on voit du jaune, on a plus de vision que de sons qui nous viennent en tête. Mais la musique nous met dans une ambiance. C'est-à-dire, si on nous diffusait les boards comme on nous le fait avec une musique, peut-être que ça nous influencerait encore plus. Tout le monde peut sentir, tout le monde peut être parfumeur. Il faut avoir la sensibilité pour le faire. De toute manière, je pense que être parfumeur ou être musicien, c'est avoir la sensibilité aux aguets. Et donc, automatiquement, tous les arts nous sensibilisent. Moi, je suis complètement plâtrée en peinture, mais ça me porte. Donc, j'aurais bien aimé aussi faire de la peinture, en plus de chanter. Alors, on regarde ça pour un numéro de nez spécial peinture. Mais je crois on y réfléchira. C'est ça, c'est ce lien-là. Et manger. Mais c'est des choses indirectes, ça. Ouais. Du coup, pour le coup, par rapport à la synesthésie, c'est des choses indirectes. Et ça, on sait qu'il y a des correspondances qui sont sémantiques ou sur des concepts. Par exemple, le jaune, ça fait des notes aiguës. Pourquoi tout le monde pense que le jaune, ça fait des notes aiguës? Le jaune, c'est quoi? C'est le citron. Le citron, c'est acide. L'acidité, c'est aigu. Ou alors, le jaune, c'est le ciel, c'est en haut, donc c'est aigu. Et c'est toujours par des concepts intermédiaires qu'on passe de l'un à l'autre. Donc, suivant les concepts que vous avez derrière une odeur ou une odeur plutôt fraîche, ce sera l'herbe, ce sera vert. Alors, pour rebondir là-dessus et pour faire un dernier tour de table, justement, avant de manger, je me demandais si vous avez sans doute... Peut-être que vous portez du parfum ce soir, peut-être qu'il y a un parfum qui vous porte plus qu'un autre. Si vous deviez le convertir en musique, qu'est-ce que ça donnerait? Alors moi, je vais vous dire, c'est très facile, parce que d'abord, j'avais lu la question. Je savais que j'aurais pas dû les donner. J'avais lu la question. Nous sortons un nouveau parfum. C'est de la triche. Non, mais voilà, c'est vrai. Enfin, c'est un parfum qu'on avait déjà sorti, mais qu'on a modifié. Ça s'appelle White Ballade, et c'était donc l'idée d'une traversée comme ça de la ville, la nuit sous la pleine lune. Et pour nous, le brief, c'était la Dolce Vita. Donc, si ce parfum devait être une musique, ce serait le thème de Nino Rota pour la Dolce Vita. Donc là, c'est facile, quoi. Est-ce que vous avez des réponses aussi calibrées? Oui, mais en plus, là, vraiment, là, pour le coup, et c'est vrai que je l'ai mis aujourd'hui, en plus, parce que j'ai dû le montrer, et c'était fait avec. Comme moi, souvent, pour la musique. Donc c'est facile, c'est vrai. Mais ça peut être des parfums que vous aimez, auxquels, tu vois, tu as bien un parfum que tu aimes ou que tu as fait, et qui te fait penser à une musique. Marrant, parce que quand on a commencé à parler de ce sujet, j'écoute souvent de la musique. Je travaille beaucoup de chez moi, mais je fais pas le lien. C'est marrant, hein. Mais si tu dois le lien, je ne le fais que dans ma façon de travailler. Ma façon de chanter, ma façon de créer. C'est un brief, nous. Tu vois, alors voilà, si on me donne un brief, on me donne une musique, je suis sûre que ça m'influencera. C'est évident. Mais quand je mets mon opéra à fond, je chante dessus, je fais mes formules, et ça, je suis pas sûre que ça influence. Céline, je suis pas sûre d'avoir une réponse très intéressante pas de réponse à cette question, non. Alors peut-être qu'on va faire monter notre niveau de glycémie en nous restaurant un petit peu. Merci beaucoup, merci à toutes. On peut les applaudir.
Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.